Et donc ravi de pouvoir participer. Alors je préfère toujours quand on se rencontre en vrai, parce qu'on peut échanger avec les personnes et avec vous directement, mais dans le cadre d'un webinaire, ça marche aussi. Du coup, la manière dont je vous propose d'organisation, c'est que dans un premier temps, je vais me présenter, mais vraiment très très vite. Ensuite, on va surtout parler, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, de l'association à compétences égales en 1 minute top chrono, et ensuite vraiment que je puisse vous dérouler la présentation sur l'optimisation de votre recherche d'emploi. Et je vais essayer de le faire dans un temps le plus court possible, là aussi, pour se laisser le temps d'avoir des questions, parce que je sais que dans la recherche d'emploi, mais comme dans beaucoup d'activités différentes, on a souvent l'impression, et à juste titre parfois, qu'on a tous un profil plus ou moins atypique. Qu'on a tous des éléments qui font que notre parcours, notre demande est une demande particulière. Et donc, je tâcherai à la fin de répondre à vos questions. S'il y en a certaines où on n'a vraiment pas le temps de les faire, on se débrouillera malgré tout à les récupérer. Je sais que Marie fait ça très bien. Et derrière, ça nous permet de revenir vers vous pour vous donner les réponses. Donc pour ma part, Cyril Capel, je suis le CC de CCLD, qui est un cabinet que j'avais créé avec mon associé en 2001, donc il y a 20 ans maintenant, avec les initiales et 2 cofondateurs dont je fais partie, un brainstorming de bien 15 secondes pour trouver le nom du cabinet, et donc un cabinet qui au départ était spécialisé plutôt sur le recrutement de commerciaux et qui depuis s'est diversifié, puisqu'on travaille sur des différents domaines d'expertise que je ne vais pas citer maintenant parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Pour ceux qui veulent plus d'informations, vous irez voir notre site et vous verrez ce que fait CCLD. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout de parler en tout cas de vous, voilà, de votre recherche et d'À compétences égales. Alors pour ceux qui ne connaissent pas À compétences égales, c'est une association qui regroupe aujourd'hui 2000 RH, donc 2000 RH avec initialement et historiquement au départ des cabinets de recrutement et une ouverture qui s'est faite auprès des entreprises avec une volonté commune de tous ces acteurs de lutter contre les discriminations et pour les principes, bien entendu, d'égalité des chances au travers des ressources humaines, donc de l'embauche jusqu'à la gestion de la mobilité. Donc, il y a 3 grandes missions au sein de la compétence égale que vous pouvez voir, puisqu'elles apparaissent ici. C'est accompagner les recruteurs pour la mise en place des bonnes pratiques de recrutement, accompagner aussi les candidats pour optimiser leur recherche d'emploi, donc ce qu'on fait notamment dans le cadre de ces semaines à compétences égales, avec des, alors je le dis pas spécialement pour moi, mais j'aime quand même à le répéter pour les personnes qui participent, avec des consultants notamment qui sont bénévoles quand ils participent à ce genre d'action, puisqu'on est vraiment dans un cadre associatif. Et ensuite, troisième élément pour les associations, mobiliser les adhérents pour mettre en place des outils à destination des candidats, et donc notamment, pour que je puisse ensuite continuer sur la présentation, notamment dans les outils, l'Académie à compétences égales, que vous pouvez retrouver. C'est une application, une plateforme de formation en ligne sur lequel vous pourrez retrouver un certain nombre d'éléments autour notamment des éléments qu'on va voir aujourd'hui sur l'accompagnement, notamment à la recherche d'emploi. C'est une plateforme qui s'adresse aussi bien aux recruteurs, aux candidats, aux étudiants et aux journalistes pour retrouver des informations autour de la discrimination, à l'emploi et pour l'égalité des chances dans le recrutement. Voilà, j'en dis pas plus et j'en viens tout de suite à ce qui nous intéresse. Et je vais essayer de le faire avec le plus d'enthousiasme possible, puisque ça correspond à mon personnage. J'explique régulièrement dans le cadre des conférences que dans ma propre entreprise, depuis plusieurs années, je ne dis pas que je suis dirigeant de CCLD ou d'ailleurs de notre activité conseil qui s'appelle Act for Skill. Je dis que je suis le hope de cette entreprise. C'est le Head of People and Enthusiasm. C'est un acronyme que j'ai créé. C'est l'avantage de créer une entreprise, c'est qu'on peut se créer son propre poste. Et donc, j'explique que mon travail, ma mission, c'est d'apporter de l'énergie, de l'enthousiasme, puisque en fait, quand on est au départ enthousiaste, on est plus attentif à ce qu'on fait. Quand on est plus attentif, en réalité, on gagne en performance et tout est vertueux. Ce sont les éléments de la psychologie positive que beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissent. En tout cas, on va démarrer avec cet atelier collectif, avec une analogie que je voudrais faire pour démarrer l'atelier, parce que vous allez voir que
assez régulièrement, en tout cas le plus possible, je vais la reprendre là sur les 20-25 prochaines minutes où je vais vous expliquer et vous donner un certain nombre d'éléments. L'analogie, c'est de dire que quand vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes un peu comme un créateur d'entreprise. Et c'est pour ça que ça me parle, puisque j'ai moi-même créé au départ CCLD à la fin de mes études. Donc c'est une analogie avec laquelle j'arrive à peu près à être cohérent, congruent, hein, si on veut parler avec des mots qui pourraient parler à des psys. Donc pourquoi créateur d'entreprise? Parce qu'en fait, quand on est en recherche d'emploi, on a une plaquette, voilà, qui est votre CV en fait. Hein, vous avez votre plaquette. Vous envoyez à un moment donné une proposition. Parce que c'est pas que dans l'autre sens que ça se passe, il n'y a pas que des propositions d'emploi. Vous envoyez, vous, en tant que personne fournisseur de services, votre plaquette, une proposition, et vous relancez pour à un moment donné obtenir un rendez-vous et réussir à signer un contrat que vous aurez choisi, parce que là aussi, je préfère démarrer tout de suite avec l'élément qui me paraît important. Aujourd'hui, en tant que talent, et vous êtes tous des talents derrière votre ordinateur ou votre téléphone, ça dépend où est-ce que vous êtes en train de regarder ce webinaire, mais en tant que talent, vous avez le choix en réalité, et vous aurez encore plus le choix dans les mois et les années qui viennent de réussir à trouver à un moment donné votre entreprise. Et c'est aussi pour ça que dans les entreprises, on est en train de parler depuis plusieurs années, et on le sent de plus en plus aujourd'hui, de guerre des talents. Et donc, c'est vous qui êtes en recherche et qui allez petit à petit, avec les actions qu'on va vous donner là, hein, réussir à vous créer les opportunités pour optimiser votre recherche d'emploi. Donc, qu'est-ce que les étapes en tout cas qu'on va voir ensemble, ça va être essentiellement les 4 premières. Hein. La dernière, on passera très très vite, puisque de toute façon, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez vous rapprocher de Marie, qui est toujours connectée, et elle pourra vous envoyer la proposition. Le fait de se souvenir de la loi, vous verrez qu'on a les éléments, c'est les éléments très factuels. Voilà, mais donc on va essayer de passer du temps plutôt sur les 4 premiers éléments qui sont de clarifier votre projet, comment est-ce que je me mets en œuvre pour clarifier mon projet, comment j'écris ensuite mes CV, on parlera plutôt de mes CV et lettres de motivation adaptées à ce projet et à la demande. Comment est-ce que j'organise ma recherche pour optimiser en tout cas mon temps dans le cadre de cette recherche, et qu'est-ce que je mets en œuvre, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour réussir mes entretiens. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, des questions qui vous viennent, parce que je sais que je parle assez vite, mais l'objectif c'est de condenser un maximum pour qu'on puisse avoir un échange après, n'hésitez pas à les noter, voire à utiliser le chat. Hein. Je sais que on peut aller récupérer après via le chat toutes les questions que vous aurez pu poser. Moi, vu que je n'utilise pas 2 écrans, je ne vous vois pas forcément, donc je découvrirai vos questions après, mais au moins on pourra aller les chercher et on pourra vous répondre au fur et à mesure. Donc première étape pour optimiser sa recherche d'emploi, qui paraît souvent anodine, en tout cas on n'y passe pas suffisamment de temps, c'est l'étape de clarification du projet. Or, aujourd'hui, mais c'est vrai dans la vente, hein, c'est vrai dans la création d'entreprise, c'est vrai du coup dans la recherche d'emploi. Pour réussir à se vendre, il faut apprendre à se connaître. Et donc apprendre à se connaître, c'est connaître ses compétences, connaître ses points forts, connaître ses zones de progrès, mieux maîtriser son parcours professionnel et être capable de l'expliquer avec une idée en tête, hein, qui est le premier élément que va rechercher un recruteur. Hein. L'objectif, c'est aussi que je vous fasse passer les informations sur qu'est-ce que recherchent les recruteurs quand ils sont en train de recruter aujourd'hui. Le premier élément, c'est la cohérence. Voilà. Cohérence entre le parcours, ce que vous êtes en train d'expliquer, et le fait que vous vous retrouvez aujourd'hui en face de ce recruteur. Au niveau psychologique, et j'utilisais le terme exprès tout à l'heure, hein, quand j'ai commencé à me présenter, on parlera de congruence. La congruence, hein, c'est notre ami Carl Rogers qui parlait de ça. La congruence, c'est le fait d'être aligné entre ce que vous êtes en train de dire, ce que vous pensez et ce que votre corps est en train de donner à la personne qui est en face de vous. Donc le premier élément, pour bien se vendre, il faut bien se connaître et donc se montrer particulièrement congruent en entretien. Pour réussir à faire ça, bien entendu, il faut réussir à structurer un pitch qui soit synthétique, un pitch qui soit réaliste. Un pitch, hein, c'est une présentation de ce que vous recherchez qui dure, dans l'idéal, 3 minutes maximum. Et j'ai envie de dire, quand le pitch dure 1 minute 30, ça veut dire que vous l'avez vraiment bien travaillé.
En partageant correctement ce pitch, vous créez, c'est ce qu'on a écrit ici, les meilleures résolutions. Vous savez utiliser du coup votre réseau pour obtenir les meilleures solutions, obtenir en tout cas les meilleures opportunités de recherche d'emploi. Ce système en fait de projet professionnel, j'imagine que pas mal d'entre vous derrière votre écran se disent ok, j'ai à un moment donné cherché à réaliser un bilan de compétences, un bilan de connaissances. Vous allez voir qu'en fait ce qu'on vous propose dans le cadre de cet atelier, quand vous êtes sur cette étape-là de clarification, c'est exactement la même chose qu'un bilan de compétences. Simplement, on vous donne des outils pour réaliser votre autodiagnostic et ne pas être forcément obligé dès le départ de travailler avec un coach ou avec une personne pour vous accompagner. Comment ça fonctionne en fait ce bilan de connaissances ou bilan de compétences, ou on peut l'appeler aussi autodiagnostic, hein, c'est comme vous voulez. En fait, ça fonctionne en une analyse au départ des 3 éléments qui composent votre CV. Donc en plus, c'est bien parce que ça permet de faciliter la création et ou la présentation du CV. Les éléments, en fait, c'est de travailler sur votre formation, travailler sur votre parcours professionnel et également sur votre parcours professionnel, extra-professionnel, pardon. Et donc, sur la formation, vous voyez, hein, ça se présente sous la forme d'un tableau. À quel moment j'ai fait telle ou telle étude, dans quel établissement j'étais, quel diplôme et ou spécialité j'ai obtenu. Et en fait, on n'obtient pas, si on veut se montrer cohérent, congruent, quand on partage quelque chose ou quand on présente quelque chose, on n'obtient pas et on ne va pas vers une spécialité au hasard. Hein. Sinon, on n'arrive pas à démontrer la cohérence de telle ou telle chose. Et ou comment on utilise ce qui s'est passé pour en faire une opportunité. Et donc, dans le cadre de votre formation, il y a des choses qui vous ont plu, des choses que vous avez moins aimées. Très important de commencer à réfléchir à ça parce que, notamment quand vous serez dans le cadre de votre recherche d'emploi, en fonction des adjectifs qui vont être utilisés sur les annonces, si vous répondez à des annonces, vous allez vous rendre compte si y a des éléments qui, a priori, correspondent à ce que vous êtes ou, a priori, pas. Et donc, ça ne sert à rien, puisque je vous le disais, dans une guerre des talents, comme en réalité, je suis convaincu, et les chiffres m'aident à le dire, hein, il y a des personnes qui disent on peut débattre de tout, mais pas des chiffres. Non, on ne va pas faire de politique aujourd'hui. Ce n'est pas l'objectif. Donc, on ne dit pas ça. Non, quand vous avez utilisé et quand vous avez mis en œuvre à un moment donné votre parcours et que vous avez travaillé sur ce qui vous a plu et ce que vous avez moins aimé, vous saurez mieux répondre en entretien et mieux expliquer pourquoi vous allez vers telle ou telle direction et pourquoi vous répondez à telle ou telle annonce. Je vais vous donner un exemple concret, comme ça va vous parler. Si vous avez aimé, dans le cadre de votre formation, le travail en équipe, ou en tout cas réaliser des éléments où il y avait besoin de travailler en groupe, voilà. A priori, si dans une annonce, vous voyez que cette entreprise recherche plutôt quelqu'un qui va travailler en autonomie, en home office, de manière très individuelle, donc très peu de travail pluridisciplinaire, a priori, c'est une entreprise où vous n'allez pas vous plaire. Donc potentiellement, ça sert peut-être à rien de répondre et ou de vous engager dans un process de recrutement avec une entreprise dans laquelle, ou a priori, hein, potentiellement en tout cas, vous n'allez pas vous plaire. Donc c'est à ça que sert ce système-là sur la formation. Idem sur le parcours professionnel, hein, bien préciser les choses qui vous ont plu, les choses que vous avez moins aimées, mais aussi et surtout dans le cadre de votre parcours professionnel, réussir à présenter, quand vous êtes en train de travailler dessus et quand vous êtes en train de faire ce bilan ou cet autodiagnostic, réussir à présenter ce passage dans une entreprise toujours de la même manière. Donc là, on vous propose en fait une présentation en gros en 5 points, voilà. Toujours réussir à avoir des présentations en 3 et 5 points. Merci Bill Gates de nous avoir, entre autres, hein, mais il n'y a pas que lui, hein, du côté d'Apple aussi, ça marchait. Merci de nous avoir éduqués à cette présentation, à cette communication en 3 points. Voilà, 3 ou 5. C'est de se dire, OK, quand j'arrive en entreprise et quand je travaille et quand j'intègre une entreprise, il y a toujours un contexte dans lequel je suis recruté. Il y a des objectifs qu'on me donne ou que je me donne en intégrant l'entreprise. J'ai des moyens qui me sont mis à disposition. J'obtiens un certain nombre de résultats qui sont d'ailleurs quantitatifs, qualitatifs. En tout cas, il y a des résultats, il y a des éléments que je peux faire ressortir de tout ça. Et il y a des valeurs ajoutées qui me sont apportées dans le cadre de cette expérience et ou des qualités
que j'ai pu mettre à profit et donc des éléments que j'ai pu apprendre dans le cadre de cette expérience. Pourquoi toujours réfléchir vos expériences en utilisant la même manière de présenter les choses? Tout simplement parce que quand vous présenterez à une personne que vous rencontrerez, si la personne vous demande d'expliquer votre parcours, ce qui arrive dans 95% des cas au niveau des entretiens, eh bien vous aurez des éléments qui vous permettront de présenter les éléments au niveau communication de la manière la plus claire possible à votre recruteur. Vous verrez qu'il prendra des notes. Voilà. Et le fait de lui permettre de prendre des notes, vous êtes en train d'ores et déjà de l'aider à argumenter sur le fait que votre candidature est une candidature intéressante pour le poste. Et vous lui apportez aussi un élément qui est important. Tout à l'heure, je parlais de cohérence ou de congruence sur votre candidature. Vous lui apportez un autre élément qui est très important, le deuxième, qui est très important dans le cadre d'un recrutement pour un recruteur, c'est votre capacité à faire preuve de pédagogie, votre capacité à communiquer. On est dans un monde de communication et on attend aujourd'hui de la part des candidats qu'on reçoit en entretien cette capacité à simplifier l'information. En tout cas, à la rendre la plus simple possible et la plus simple d'approche pour les personnes qui sont en face de nous. Et c'est pas récent, ça, mais en tout cas aujourd'hui, ça fait partie des éléments qui sont très importants parce que on est dans un monde où il y a énormément d'infos, énormément de communication, et ceux qui sont capables de la simplifier sont des personnes qui, a priori, sont plus facilement recrutables en entreprise. Et enfin, une fois que vous avez travaillé sur ce parcours professionnel, en le présentant de cette manière et en y réfléchissant correctement, repensez aussi à votre parcours extra-professionnel. Vous n'avez pas choisi à un moment donné de faire du judo ou vous vous êtes pas retrouvé attaquant, défenseur ou gardien de but en foot, en hand, dans ce que vous voulez, pour rien. Ça indique et ça implique quelque chose potentiellement dans votre personnalité. En tout cas, il y a des stéréotypes autour de ça. Sachez les utiliser du coup quand vous êtes en train de travailler sur qui vous êtes pour savoir ce que vous allez pouvoir apporter à une entreprise. Et de la même manière, si vous vous êtes retrouvé dans une association, vous avez créé une association, ou vous vous êtes retrouvé dans une association, dans un bureau d'association, vous vous êtes pas retrouvé avec le poste de président ou de trésorier ou de chargé de communication, enfin tout ce que vous voulez, secrétaire, dans un bureau, pour rien. C'est les autres, en règle générale, qui vous ont donné des qualités qui vous ont permis de vous retrouver dans tel ou tel poste. Et donc, là aussi, dans le cadre de votre parcours extra-professionnel, des choses qui vous ont plu, des choses que vous avez moins aimées, prenez le temps d'y réfléchir avant de vous lancer dans votre recherche d'emploi. Ça, c'est, j'ai envie de dire, l'autodiagnostic. Si vous faites un bilan de connaissances, vous démarrerez là-dessus. Ensuite, ce qui est important, c'est de se dire comment est-ce que j'utilise ça pour faire des interprétations. Et c'est ce qui vient derrière. Les interprétations, en fait, c'est ce qui vous permet d'orienter et d'aller choisir votre projet, les bons projets professionnels, en tout cas ceux vers lesquels vous allez pouvoir aller et donc chasser, parce que quand on est acteur et quand on est créateur à un moment donné de son opportunité, on va chasser son job. Voilà. Et donc, en ayant fait tout le travail que vous avez fait en amont, vous allez réussir à ressortir dans ce que vous avez aimé, vos zones de plaisir, dans ce que vous avez moins aimé, potentiellement vos zones d'effort. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers ces zones d'effort, puisqu'en fait, chaque individu a besoin d'apprendre et a besoin d'aller à un moment donné dans une zone d'effort pour pouvoir se développer. Pour ceux qui connaissent, je vous renvoie à des dessins animés comme les Pokémon. C'était une petite boutade, mais c'est exactement pareil, ça marche de la même manière. Mais en tout cas, voilà, zone de plaisir, zone d'effort. Et dans le cadre de votre parcours, vous allez aussi vous rendre compte que vous pouvez faire ressortir sur vos différentes expériences 3 éléments importants: vos mécaniques de comportement, vos moteurs d'action et vos leviers d'engagement. Alors les mécaniques de comportement, c'est des réactions que vous pouvez avoir dans telle ou telle circonstance. Vu que, a priori, c'est des réactions sur lesquelles vous avez potentiellement, certains d'entre vous, en tout cas, pourraient avoir du mal à lutter, plutôt que de les reproduire, trouver les moyens potentiellement de les éviter. Et où, si ces mécaniques de comportement sont positives pour vous, trouvez des endroits où vous allez pouvoir les utiliser pour que ce soit positif. Le positif attire le positif.
Et concernant vos leviers d'engagement, vos leviers d'engagement, c'est ces leviers qui vous font dire à un moment donné que vous prenez plaisir dans ce travail-là. Or, le plaisir favorise l'engagement qui favorise la performance. Voilà. Le système est vertueux. Une fois que vous avez travaillé en fait sur ces éléments-là, c'est ici que vous pouvez faire ressortir vos projets. Et là, il n'y a pas de règle. En tout cas, il y en a deux. Voilà. Soit vous faites ressortir un projet et vous allez à fond dans ce projet-là. C'est beaucoup de personnes dans la création d'entreprise, notamment, vous diront de faire ce genre de choses parce que ça vous évite potentiellement de vous disperser et ou d'avoir une porte de sortie. Moi, dans la recherche d'emploi, j'ai tendance à dire ayez 3 projets. Parce que quand on a 3 projets en tête potentiels, on se donne l'opportunité d'aller potentiellement, là aussi, vers celui qui nous intéresse le plus. Alors pourquoi 3 projets là aussi, très simple la manière de vous présenter. 3 projets dans lesquels vous réfléchissez aux points positifs de ce projet et aux axes d'amélioration. Mais 3 projets différents, avec un projet qu'on pourrait appeler le projet normal. Voilà, c'est le projet qui, a priori, est le plus cohérent, le plus congruent avec votre parcours et qui vous satisferait. Alors, ce n'est pas votre projet Dream, ça c'est le projet numéro 3, mais c'est un projet qui vous satisfait. Et donc, c'est vers celui-ci, puisqu'on est en train de parler d'optimisation de la recherche d'emploi, c'est vers celui-ci que vous devez passer le plus de temps, vers ces postes-là, que vous devez passer le plus de temps pour postuler. Et les 2 autres projets autour de ce projet, on va dire, cohérent ou le plus cohérent possible, c'est un projet Dream, un projet rêve, voilà, et un projet qui potentiellement, là aussi, serait en dessous de vos attentes. C'est moche ce que je vais dire, hein, mais ça fonctionne. Donc, c'est aussi, on est là aussi pour parler d'efficacité et d'optimisation. Pourquoi réfléchir à ces 3 projets? Tout simplement parce que moi, ce que je vous invite à faire dans le cadre de votre recherche, c'est de passer un peu de temps aussi sur potentiellement les projets qui, a priori, ne correspondent pas exactement à ce que vous voulez, sont un petit peu en dessous. Pourquoi? Parce que vous allez obtenir des réponses positives. Or, quand on obtient une réponse positive, on est plus fort en entretien, hein, et pas que virtuellement, on est plus fort en entretien pour le projet qui est le projet a priori qui nous correspond. Pourquoi? Tout simplement parce que l'autre en face de nous, donc le recruteur, sait que vous avez une autre possibilité, donc que vous plaisez à quelqu'un d'autre, et ça fait marcher la guerre des talents. C'est-à-dire qu'il aura envie de vous séduire. Or, tout l'intérêt d'un bon entretien de recrutement, c'est de réussir à mettre le recruteur de manière subtile, mais de réussir à le mettre dans une position où lui-même va devoir vous séduire pour vous intégrer dans l'entreprise. Et donc, le fait d'avoir des réponses positives d'un côté vous permet, quand vous arrivez sur votre projet normal, de réussir à obtenir le poste plus facilement. Dernier projet, quand je disais vos projets, c'est 1 ou 3 projets, c'est à vous de décider. C'est un projet plutôt Dream. Or là, le conseil que je vous donne, parce que on voit, alors c'est plutôt des péchés de jeunesse en règle générale, mais ça peut arriver à tout le monde, des personnes qui passent beaucoup de temps sur ce projet-là en se disant mais moi je rêve en fait j'en sais rien, je rêve de faire du marketing, voilà, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ce type de job et qu'on se retrouve parfois en concurrence avec des personnes qui ont plus d'expérience, mieux d'expérience que nous, et qui passent 80% de leur temps à postuler sur ces projets dits projets rêves. Or, si on veut être optimisé, et c'est l'objet de cette conférence, optimiser sa recherche d'emploi, le temps qu'on passe sur ces projets dits rêves, qui sont des projets au-dessus, a priori, de ce qu'on est aujourd'hui, c'est des projets qui devraient vous prendre peu de temps ou qu'il faudrait faire limite dans un temps dit hors recherche d'emploi effective. Voilà. Donc, le conseil, c'est de dire votre temps, vous devez le passer essentiellement sur le numéro 2, un petit peu sur le projet numéro 1 pour réussir à avoir des réponses positives et être meilleur en entretien. Et sur le projet numéro 3, c'est plus le petit bonus, voilà, qui doit vous permettre d'obtenir ce projet, j'ai envie de dire, au cas où. Voilà, donc il faut y aller. Parfois, ça peut passer, donc n'hésitez pas à le faire, mais
ne passez pas tout votre temps là-dessus, parce que le risque en fait de passer tout son temps sur ces projets dits rêves, c'est d'obtenir malgré tout et malgré tous nos efforts plusieurs réponses négatives. Et on sait aussi que la spirale potentiellement des réponses négatives fait qu'on est moins performant derrière en entretien. Concernant le CV, là je vais aller très vite parce qu'en règle générale aujourd'hui c'est connu. Je veux juste que vous puissiez retenir un élément, c'est que le CV c'est une plaquette de votre projet. C'est pas tout votre parcours. On a encore parfois des personnes qui arrivent avec des CV, ce que j'appelle des CV fleuves, où on retrouve des tas d'éléments qui servent à rien pour le poste en particulier. En règle générale, quand on envoie un CV, c'est pour un poste en particulier, c'est pour une candidature, et donc il faut que ce CV corresponde, et là on monte en fait notre capacité à faire des choix dans notre parcours. Ce CV doit correspondre à un poste en particulier. Et donc pour vos expériences, il doit pouvoir mettre en avant des compétences, des missions que vous avez faites, des objectifs, mais surtout des résultats que vous avez pu obtenir. Or, souvent, c'est ici que le bât blesse, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ne savent pas comment exprimer des résultats. Or, on pourrait s'amuser, hein, s'il y en a qui ont des questions tout à l'heure là-dessus, on peut s'amuser dans n'importe quel job, on peut trouver des mesures de réussite à un moment donné, des résultats qu'on pourrait mettre en avant. Et l'intérêt de le faire, c'est que quand vous mettez en avant des résultats en particulier sur un CV, vous êtes en train de personnaliser votre CV. Or, un recruteur aujourd'hui a besoin de recruter une personnalité, une personne qui sait personnaliser son parcours. Sur CV et lettre de motivation, là aussi je passe très rapidement. J'étais en train de regarder s'il y avait des choses importantes là-dessus. Non, parce qu'on en a déjà à peu près parlé. C'est pas ça qui nous intéresse le plus. Concernant les principes fondamentaux du CV, là aussi je vais très vite. Bien entendu, toutes les mentions qui ne sont pas en lien avec les compétences peuvent être enlevées. Donc ça veut dire que vous pouvez enlever notamment, alors qu'elles apparaissent aujourd'hui quasiment tout le temps, votre adresse personnelle, surtout si elle vous dessert. Pourquoi parce qu'en fait, si vous postulez, alors je prends souvent cet exemple, et malheureusement, parce qu'on le vit, même si c'est un critère de discrimination, mais on le voit chez les recruteurs, c'est une réaction quasiment naturelle. Si vous habitez à Lyon, moi-même je suis à Lyon aujourd'hui, et que vous postulez à un poste à Paris, si vous avez laissé votre adresse de Lyon, alors c'est pas certain, hein, mais il est quasiment sûr qu'une personne qui va avoir une adresse parisienne va être appelée plus vite que la personne qui aura une adresse à Lyon. Voilà. Alors c'est interdit par la loi, mais le cerveau d'une personne, et là aussi, hein, je fais un stéréotype, mais dans 80% des cas ça marche, une personne normalement constituée va se dire, là c'est plus facile de recruter une personne qui est à Paris que de faire déménager quelqu'un de Lyon. Alors qu'on ne se met pas à la place de la personne qui postule. Si ça se trouve, cette personne veut absolument venir à Paris parce que, j'en sais rien, il y a un suivi de conjoint, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, il y a des tas de bonnes raisons qui peuvent expliquer ça. Mais le recruteur, au moment où ça se passe, lui, il a son propre stéréotype à lui et il s'arrête à l'information qu'il vient de lire. Donc toutes les mentions qui ne sont pas en lien avec la compétence peuvent être enlevées à un moment donné du CV. Donc bien entendu, ça comprend toutes vos informations personnelles. Hein. J'ai parlé de l'adresse, mais ça pourrait être l'âge. Voilà. Deuxième principe fondamental, soyez à l'aise avec votre CV et mentionnez ce dont vous pouvez parler avec facilité. S'il y a des éléments qui, à un moment donné, pour vous, sont des éléments gênants, une croyance, ce qu'on appelle en fait une croyance limitante hein, au niveau psychologique, dites-vous que ce n'est pas forcément une croyance limitante pour le recruteur. En revanche, si vous êtes mal à l'aise avec, vous pouvez être sûr que le recruteur, s'il a fait un peu de psycho, il va venir à un moment donné trifouiller là-dedans. C'est pas qu'il vous veut du mal. Hein. Là aussi, hein, faut arrêter de penser qu'un recruteur veut forcément du mal. Au contraire, lui, son objectif, c'est de trouver la bonne personne. Donc, il a envie de se dire qu'en face de lui, il a le bon candidat ou la bonne candidate pour le poste. En revanche, il sait que dans son entreprise, comme partout ailleurs, il y aura parfois des contenus émotionnels, des difficultés, des échecs, etc. Et donc, il va venir à un moment donné, dans le cadre d'un entretien, il viendra forcément vous solliciter sur un contenu émotionnel, sur une difficulté, sur un échec, pour voir comment vous allez réagir. Parce que, et c'est le troisième élément qui va être recherché, tout à l'heure je parlais de congruence, je parlais de cette capacité à communiquer, à faire de la pédagogie. Troisième élément qui sera venu rechercher, c'est la résilience. La résilience, c'est cette capacité à rebondir face à une difficulté, face à un échec. Les recruteurs ont appris ces dernières années que de toute façon, un parcours linéaire et ou un parcours même dans une même entreprise facile
ça n'existe plus. On est dans un monde qui est devenu tellement complexe que forcément, on se retrouve confronté à des difficultés ou à des échecs. Et donc, on va rechercher cette résilience. Donc, mentionnez les éléments sur lesquels vous allez aussi pouvoir expliquer et exprimer assez facilement votre résilience. Troisième élément et troisième principe fondamental, il n'y a pas de bon ou de mauvais CV. Voilà. Il n'y a pas de CV non plus idéal. Et ça, je préfère aussi le partager tout de suite. C'est-à-dire qu'on a parfois des personnes qui viennent voir en disant voilà, j'ai fait ce CV, j'ai passé énormément de temps, ça fait peut-être des jours, des heures derrière son CV, et je ne le trouve pas encore parfait. Ben, en fait, ça tombe bien parce qu'un CV n'est jamais parfait. Un CV vit, on est dans l'amélioration continue à un moment donné sur son CV. Enfin, et ça rejoint le fait d'être à l'aise avec le CV, ne vous justifiez pas sur un CV. Ça, on pourra revenir sur l'exemple parce que souvent j'en ai dans le cadre de ces conférences où on en a en entretien individuel, mais ça sert à rien de vouloir se justifier. C'est donner le bâton, là aussi, pour se faire battre potentiellement par un recruteur. Et soyez factuel sur le parcours et les périodes. Si vous avez fait un CDD de 2 mois entre décembre et janvier 2019-2020, n'écrivez pas sur l'expérience que vous avez fait 2019-2020. Si le recruteur s'aperçoit potentiellement d'une supercherie, voilà, il va devenir méfiant et il va venir encore plus s'appuyer sur les choses. Dites-vous que là aussi, hein, derrière le mot congruence, voilà, que j'exprimais tout à l'heure, il y a aussi l'élément principal dans un échange entre humains, c'est la confiance au départ qui s'instaure. Sur la lettre de motivation, même si c'est très connu, j'aime bien repasser sur une chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue à utiliser le terme lettre de motivation. En réalité, c'est une lettre de démonstration qui va être attendue, qui n'est pas toujours attendue d'ailleurs en même temps que le CV. Hein. Dites-vous que malheureusement, aujourd'hui, elle n'est pas lue, mais vu que les Français, voilà, en règle générale, et donc les recruteurs n'y échappent pas, ne lisent plus, les lettres de motivation ou de démonstration ne sont lues qu'à partir du moment où le CV a passé la première barrière. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus en faire? La réponse est non. Si c'est demandé, il faut la faire, bien entendu. Si ce n'est pas demandé, faites une lettre de démonstration. La lettre de démonstration se fait directement par le mail. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser et de faire une lettre de motivation en plus du mail que vous envoyez. Comment vous pouvez construire cette lettre de démonstration? Vous pouvez la construire de la manière suivante. Hein, c'est toujours pareil. C'est vous, donc c'est la compréhension de la problématique. J'optimise là aussi le temps du recruteur. Je lui montre que j'ai compris pourquoi il est en train de recruter. Et ça ne veut pas dire, par exemple, que si je m'adresse à la BNP, j'ai compris que c'était la plus grande banque de France. C'est-à-dire que non, j'ai compris qu'actuellement, ils sont à la recherche de profils parce qu'il y a telle ou telle transformation chez eux, quoi. Voilà. Donc, je comprends la problématique actuelle de l'entreprise. Ensuite, j'exprime ce que moi, je peux apporter par rapport à la difficulté exprimée. Voilà. Et donc, comme les deux se rencontrent, c'est pour ça que vous postulez et que vous attendez la date à laquelle vous allez pouvoir vous rencontrer. Pourquoi je dis que c'est une lettre de démonstration aujourd'hui et qu'un mail suffit? Tout simplement parce que le petit tips qu'on peut vous donner encore aujourd'hui, c'est que au-delà d'avoir fait cette lettre pour postuler, celle qui est importante, c'est la lettre de motivation, que certains appelaient lettre de remerciement, qui vient après l'entretien. Si vous voulez optimiser votre recherche d'emploi, ou en tout cas votre réussite suite à l'entretien, cette lettre est très importante. Alors cette lettre, elle s'envoie quand? Elle s'envoie soit dans la demi-journée qui suit l'entretien, soit le lendemain au plus tard. Et elle consiste en 2 actions, hein. Il n'y en a pas 50, il y en a 2. La première, c'est remercier pour le temps d'échange. Voilà. Mais ça ne doit pas s'arrêter là, souvent, et c'est pour ça que j'aime pas le terme de lettre ou mail de remerciement, parce qu'il y a des personnes qui ont compris à un moment donné que, ok, si c'était juste pour remercier le recruteur du temps d'échange. Hein. Si vous faites que ça, selon moi, voilà, mais c'est mon point de vue, vous ne marquez pas de points en faisant juste ça et en faisant simplement un mail de remerciement. Vous faites ce que j'ai connu quand j'ai démarré il y a 20 ans, où on recevait les candidatures encore par courrier. C'est dommage de dire ça, mais oui, on en recevait encore par courrier et on avait parfois des personnes qui nous mettaient des enveloppes pré-timbrées en amont, qui étaient des enveloppes où, en gros, la personne attendait sa réponse négative. Donc, on ne met pas forcément le recruteur dans une dynamique positive quand on fait ça. Donc, le mail de remerciement, il a de valeur que si, au-delà du remerciement, vous reprécisez que grâce à l'échange, vous avez mieux compris les enjeux de l'entreprise actuellement et en quoi, et que vous avez aussi compris pourquoi vous avez reçu en entretien, parce que vous avez compris en quoi
vous correspondez aujourd'hui ou ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise. Grâce à ça, en fait, vous redonnez au recruteur les 3 arguments, parce que souvent on essaie de le faire là aussi, hein, toujours communication, les 3 arguments qui vont permettre au recruteur de se retourner vers la personne en interne, hein, chez eux, voilà, de se retourner vers la personne en disant « Ok, j'ai choisi de garder ce candidat pour ces 3 raisons. » Voilà. Et vous l'aidez en fait à préparer son argumentation. Donc c'est plutôt la lettre de motivation du coup qui est importante, hein, puisqu'aujourd'hui c'est plutôt une lettre d'accompagnement de votre candidature. Voilà, ça mail d'ailleurs, c'est plutôt ce mail de remerciement ou d'explication qui montre que vous avez compris les enjeux de l'entreprise et en quoi vous allez pouvoir apporter quelque chose. Sur la recherche d'emploi, vous voyez, on a fait exprès, on vous montre un document où il y a plein de choses, parce qu'en fait, la difficulté aujourd'hui réside souvent là-dessus, sur la capacité à sourcer l'information, parce qu'il y en a beaucoup. Donc en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est de choisir parmi toutes les sources d'information, celles avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise et qui sont pour vous le plus efficaces. Si vous aimez utiliser les sites d'emploi, vous choisissez 2 sites d'emploi. 3 grand maximum. Dites-vous que la plupart des annonces ensuite sont soit multidiffusées, soit reprises sur les sites qui agrègent les offres d'emploi tels que Indeed ou Neuvoo. Donc utilisez soit les sites d'agrégation, soit les quelques sites où a priori vous retrouvez les offres qui vous correspondent le plus. Et ensuite, utilisez votre réseau, utilisez les salons, allez à la rencontre des personnes. Tout à l'heure, je parlais de créateurs d'entreprise. C'est souvent ça qui fait la différence, c'est votre capacité à chasser à un moment donné le job qui vous correspond le plus. Donc même sur les réseaux sociaux d'ailleurs, on l'a mis ici, hein, n'hésitez pas à vous rapprocher des recruteurs directement. C'est l'avantage aujourd'hui des réseaux sociaux. Alors parfois je sais qu'il y a des personnes qui disent et qui se disent ah oui mais moi j'ai peur de déranger, etc. Dans le cadre de l'emploi, faut surtout pas se poser la question du fait qu'on va déranger un professionnel ou pas. Aujourd'hui les professionnels ne trouvent pas les talents qui leur correspondent. Donc en fait quand vous allez à la rencontre de la personne parce que vous savez que vous correspondez véritablement à l'offre, vous ne faites pas perdre du temps à la personne, au contraire, vous lui en faites gagner. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des recruteurs directement et à trouver pour y aller des stratégies, des stratagèmes. On pourra peut-être, s'il y a une ou 2 questions là-dessus, on pourra en parler tout de suite après, mais en tout cas, à trouver des stratégies pour vous rapprocher directement des recruteurs. Concernant les CV, adaptez-le au maximum et mettez à jour votre profil quand vous utilisez les bases de données type CVTech. Vous pouvez aussi utiliser les alertes emploi. Ça vous permet de ne pas vous connecter en fait tous les jours aux plateformes, mais de recevoir directement dans votre mail les alertes qui correspondent à ce que vous recherchez. Les réseaux sociaux, j'en ai parlé très rapidement. Vous aurez des éléments là-dessus en recevant le document, donc je vais pas insister, mais sur la seule chose sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est d'être acteur véritablement dans les prises de contact. N'ayez pas peur d'aller à la rencontre des personnes et d'utiliser des stratégies pour y aller. Voilà, tout à l'heure, je disais que en ayant des réponses positives, ça vous permet à un moment donné d'être meilleur en entretien. N'hésitez pas quand vous avez envie d'approcher un recruteur de dire actuellement je suis en train d'avancer sur différents recrutements. Hein, il y en a sur telle entreprise sur lequel on me demande de prendre position. Or, je suis très intéressé par votre société. Je trouverais dommage de m'engager dans un autre poste avant de pouvoir vous rencontrer. Ce petit stratagème-là, avec une vraie offre ou pas, c'est moi ce que je dis. Je sais que là, je vais utiliser les couleurs, les disques, là, tous les bleus disent il est en train de nous dire de mentir. Non, je ne dis pas de mentir, je dis d'influencer positivement le recruteur. Voilà. Mais en tout cas, ces stratagèmes-là, s'ils vous permettent d'obtenir, et on est là pour parler d'optimisation de votre recherche d'emploi, s'ils vous permettent d'obtenir un entretien, c'est un stratagème, pourquoi pas à utiliser pour obtenir un rendez-vous plus rapidement.
Dans le cadre de la sélection des offres, prenez le temps de les lire, prenez le temps de souligner les mots importants et on dit souvent d'évaluer si on répond au moins à 2 tiers des critères de l'offre. Pas la totalité. On a parfois des personnes qui ont l'accès ou l'excès inverse, c'est-à-dire qu'ils me disent ok, mais moi je trouve jamais d'offres qui me correspondent. Je regarde les critères et il y a à chaque fois 1 ou 2 critères qui me correspondent pas. Alors attention, si vous faites ça, effectivement vous postulerez à rien. C'est pas l'objectif non plus. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui mettent des offres où on a l'impression qu'ils recherchent le mouton à 92 pattes. En fonction des candidatures reçues, ils acceptent qu'un certain nombre de critères ne soient pas obtenus ou ne soient pas atteints par les personnes. Donc, prenez le temps, malgré tout, pour certaines, en tout cas, postes qui vous correspondent, de répondre. Vous aurez tout le temps, à un moment donné, de vous développer sur ou les deux critères qui, a priori, aujourd'hui, pourraient vous manquer. Sur l'entretien de recrutement, ce que je veux que vous reteniez, là aussi, peut-être 2 choses. C'est de se renseigner sur l'entreprise et pas seulement les infos du site internet parce qu'elles ne sont pas toujours à jour, alors que vous aurez des infos généralement très à jour sur les réseaux sociaux, type LinkedIn. Voilà. Allez voir sur LinkedIn les actualités sur lesquelles l'entreprise est en train de renseigner et également à l'accueil. Souvent, dans les accueils, on voit des choses on ne trouvait pas potentiellement sur Internet, voire en discutant avec les personnes. Mais prenez le temps de préparer ça. Il faut pouvoir montrer à la personne que vous rencontrez que vous vous êtes intéressé particulièrement à eux. C'est un premier moyen pour eux de vérifier votre engagement vis-à-vis de l'entreprise. Ensuite, dites-vous que le recruteur n'attend pas forcément une personne parfaite en face de lui. Il a juste besoin de trouver la personne qui va correspondre à son besoin du moment. Voilà. Donc, préparez votre entretien, mais ne vous mettez pas non plus dans une démarche hyper stressée, parce que si vous arrivez hyper stressé à l'entretien, le recruteur, là aussi, on peut se dire que vous êtes en train de jouer votre vie sur cet entretien. Là aussi, vous vous mettez potentiellement dans une dynamique où le recruteur va se demander mais pourquoi cette personne est en train de jouer sa vie pour notre entreprise ou pour ce poste en particulier, et il viendra creuser à un moment donné sur des éléments potentiellement que vous auriez pu éviter en vous montrant le plus simplement possible de humain à humain en face de la personne. Ensuite, pendant l'entretien, mettez-vous aussi dans une posture d'écoute active. Prenez des notes, posez des questions et soyez plutôt bienveillant dans le mode d'approche. Et dans le fait de poser des questions, le petit tip que j'ai envie de vous partager aussi aujourd'hui, c'est la question de fin d'entretien. Vous aurez quasiment toujours un recruteur qui vous dira voilà, l'entretien arrive à sa fin. Est-ce que vous avez des questions? Toujours avoir une question. Il y a des personnes qui répondent non, tout était très clair, donc pas de souci, j'attends votre appel, quoi. C'est pas se montrer acteur que d'être dans une position potentiellement d'attendre un appel. La question qui peut être posée, c'est à quel moment le recruteur déjà va prendre sa décision. Bon, ça, si le recruteur a bien fait son travail, normalement, il a donné ces éléments. Donc, je vais vous donner la petite potentiellement question magique de fin d'entretien. La question magique de fin d'entretien, c'est de demander au recruteur quels sont les autres profils qui sont en cours pour le poste pour lequel il vous a reçu. Pourquoi c'est une question magique ? Tout simplement parce que c'est la question qui vous permettra de préparer, vous savez, j'en parlais tout à l'heure, de préparer votre mail de motivation, votre mail de remerciement et de motivation ou de compréhension des enjeux de l'entreprise. Cette question de fin d'entretien va vous permettre, en demandant au recruteur quels sont les autres profils qui sont en cours dans le poste, ça va vous permettre de mieux qualifier qui sont vos potentiels concurrents, voilà, je le mets entre guillemets, et donc du coup de pouvoir, quand vous allez renvoyer le mail quelques heures après l'entretien ou dès le lendemain, quand vous allez renvoyer votre mail au recruteur, de mieux exprimer les enjeux, mais surtout de lui dire que vous comprenez mieux pourquoi il vous a reçu en entretien, parce que vous êtes une bonne synthèse potentiellement des différents profils qui sont en train d'être vus actuellement. Alors,
Si vous arrivez à être hyper spontané et à faire cette réponse directement en entretien, j'ai envie de dire tant mieux. Mais si vous ne le faites pas directement en entretien, dites-vous que vous allez pouvoir l'utiliser et utiliser la réponse de cette question de fin d'entretien, l'utiliser dans le mail que vous ferez après votre entretien. Mon objectif encore aujourd'hui, je le dis, c'est de vous aider à optimiser votre recherche et donc réussir vos recrutements. Donc d'où ces petits tips que je vous donne au fur et à mesure. Et ensuite, mettez-vous toujours, dans le cadre de l'entretien, à la place du recruteur. Et ça, c'est un élément que là aussi, j'ai envie que vous reteniez de la présentation. Le recruteur qui est en face de vous, il n'est pas là pour vous flinguer. Il n'est pas là pour vous faire ou vous donner un côté stop au niveau de l'entretien. Au contraire, il a la pression, lui, pour réussir son entretien et réussir à trouver, à un moment donné, à trouver la bonne personne pour le poste donné. Hop, et je vois que j'ai passé beaucoup de temps. Il nous reste encore une petite dizaine de minutes, c'est ça, Marie? Je me souviens plus. Oui, c'est ça, il reste encore 10 minutes, Cyril. Ok, parfait. Donc, je voulais juste voir où j'en étais de la présentation, histoire de se laisser un peu de temps quand même pour échanger. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de passer assez vite. Si le recruteur pose une question interdite, trouvez un moyen de comprendre à un moment donné pour lever son frein. Souvent, et c'est pour ça que je disais, le recruteur, il ne cherche pas à vous piéger. Il y a des tas de livres à un moment donné qui correspondaient à attention aux pièges des recruteurs, etc. Le recruteur, il n'est pas là pour vous piéger. Le recruteur, son objectif, je le rappelle, c'est simplement de trouver la bonne personne pour le poste. Et il a une pression énorme de la part de ses managers ou de ses dirigeants. Aujourd'hui, il y a des pressions très très fortes dans les entreprises pour réussir à trouver les bonnes compétences pour le poste. Donc, il ne va pas chercher à vous piéger. En revanche, il a des stéréotypes, comme n'importe quelle personne. Et donc, quand il vous pose une question qui est une question interdite, et les questions interdites, c'est des questions généralement autour d'éléments personnels qui n'ont rien à voir avec un entretien de recrutement. Souvent, c'est qu'il y a un stéréotype derrière, qui est un stéréotype connu, on les connaît tous, les stéréotypes. Le stéréotype, c'est une projection, voilà, que peut faire la personne. À vous, en posant la bonne question, de lever potentiellement le stéréotype. Moi, pour le coup, j'utilise beaucoup l'humour. J'ai beaucoup utilisé l'humour pour les enlever en travaillant autour du stéréotype. Je sais que tous les candidats ne sont pas forcément à l'aise avec l'humour, mais donc poser par exemple la question de en quoi la question qui vient de vous poser sur tel ou tel élément correspond selon la personne, à des compétences qui sont attendues pour le poste. Le fait en fait de ramener le recruteur une première fois, si ça arrive, et s'il y a une question interdite qui arrive, à le ramener autour de l'angle des compétences, fera qu'a priori, et normalement, le recruteur ne devrait plus y aller et se dira « Ah oui, mince, là j'étais en train de dévier alors que cette question n'avait rien à voir avec le poste sur lequel on est en train de recruter. » Quand vous recevrez le document, pour ceux qui le verront, vous retrouverez notamment les 24 motifs de discrimination. Alors aujourd'hui, on dit 24, 25, voilà, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont en train d'être ajoutés. On va rester pour le moment sur les 24 critères de discrimination. La plupart du temps, vous les connaissez, mais donc voilà, on les retrouve ici, l'âge, le sexe, l'origine, la grossesse, situation de famille, l'état de santé, enfin voilà, les mœurs. Bon, voilà. Je ne rentre pas dans ces détails-là. En tout cas, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. En revanche, voilà, si à un moment donné, vous avez des questions autour de ça, bien entendu, vous n'êtes même pas obligé d'y répondre, vous n'êtes pas obligé de dire la vérité. Et vous êtes surtout, en tout cas, vous avez surtout la possibilité de comprendre à un moment donné pourquoi le recruteur va s'intéresser à tel ou tel élément, quoi. Merci pour votre écoute. Je sais que je suis quelqu'un de bavard et que je parle assez vite. N'hésitez pas à vous rendre du coup sur l'Académie à compétences égales. J'en reparle parce que je sais que c'est un endroit où vous retrouvez des tas de choses intéressantes, au-delà même de mes propres vidéos. Voilà, vous allez retrouver des tas de choses intéressantes sur l'Académie. Donc n'hésitez pas à vous y rendre pour avoir un petit peu plus de